Chers collègues, je suis arrivée au Canada en 1979 pour aller à une école internationale nommée à l'honneur de Lester Pearson. Un de mes colocataires s'appelait Yassine. Il m'a appris le seul mot arabe que je connais qui voulait dire « mon amour ». C'était un terme affectueux qu'il utilisait pour ses colocataires et sa copine. J'ai aussi rencontré Anis et Nasser, deux des premiers réfugiés arabes palestiniens qui ont reçu des bourses pour étudier au Canada. Les familles ont dû quitter leur résidence à cause d'actions terroristes. Et je me rappelle d'avoir parlé avec eux de la question de l'État palestinien. Il me semblait à l'époque que l'établissement d'un État palestinien était juste et inévitable, et probablement quelque chose que je verrais pendant ma propre vie. 44 ans plus tard, non seulement nous n'avons pas d'État palestinien, mais nous témoignons directement devant nous le massacre des Palestiniens dans la bande de Gaza et la relocalisation forcée des citoyens de leur résidence, présumément pour faire de la place aux Israéliens. C'est en fait une continuation du Nakba. Vous connaissez probablement les nombres actuels. Plus de 40 000 personnes mortes, dont plus de 17 000 enfants. Peut-être, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que en juillet 2024, dans le Lancet, il est estimé que 186 000 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre, que ce soit par résultat d'actions militaires directes ou de malnutrition, de famine, de maladies, d'exposition et de manque d'accès aux établissements médicaux. Ce nombre beaucoup plus élevé de personnes mortes découle directement du refus d'Israël d'envoyer de l'aide humanitaire. Les médicaments et la nourriture ne parviennent pas à Gaza. Le gouvernement du Canada s'est positionné comme articulé par ses représentants dans le Sénat et appuyé par les conservateurs, et que les décès pendant la guerre sont malheureux et que l'aide humanitaire n'est pas restreinte et que tout est la faute du Hamas. Le gouvernement a lancé en 2023 un programme de visa temporaire pour les gens de Gaza qui ont des liens avec des familles canadiennes. Mais il n'est pas clair si le programme a facilité la sortie de Palestiniens. Le gouvernement canadien a la capacité de faire expédier les approbations pour un retrait immédiat des Palestiniens de Gaza, comme ils l'ont fait quand c'était le cas des Ukrainiens qui devaient fuir l'invasion russe. Mais pourtant, le gouvernement choisit d'abandonner les Palestiniens à Gaza, y compris les Palestiniens qui ont des familles canadiennes. Et c'est ce que plus de 40 groupes sociaux ont dit au sujet du programme. Et je cite: « Le sentiment anti-arabe et particulièrement anti-palestinien et le racisme saturent tous les aspects du programme des mesures spéciales. » Fin de la citation. Le monde regarde avec horreur la situation à Gaza et nous avons eu de nombreuses résolutions d'Assemblée des Nations unies à l'appui de la Palestine. Le Canada est du mauvais côté de ces votes. Mais le 20 novembre, le Canada a toutefois appuyé une résolution de condamner l'occupation illégale par les Israéliens du territoire palestinien. Et le fait que nous votons contre l'établissement illégal, c'est l'évidence même, mais pourtant, nous ne l'avons pas fait sur cette motion pendant 13 ans. Alors, pour tous les engagements rhétoriques que nous prenons à l'égard d'un État à deux gouvernements, nous voyons que ce sont souvent des paroles vides. Le mois dernier, le gouvernement canadien a refusé de rencontrer Francesca Abonesi, la rapporteure spéciale des Nations unies sur les droits de la personne en Palestine, alors qu'elle était à Ottawa. L'excuse officielle, c'est que c'est une personne antisémitique. C'est une déclaration qui a été rejetée par les experts en la matière. Et je crois que la véritable raison, c'est que nos leaders ne peuvent supporter d'entendre parler des crimes de guerre à Gaza qui exposent l'hypocrisie et la duplicité et même la complicité du Canada à l'enfreinte des droits humanitaires internationaux. Ce n'est pas que les Arabes, la Palestine, le Liban souffrent aux mains des Israéliens. Ce sont les Arabo-Canadiens et surtout les Palestino-Canadiens qui sont contraints au silence. Ils ne peuvent pas exprimer leur point de vue sur le
l'occupation israélienne du territoire. Et l'arme de choix est de plus en plus l'accusation d'antisémitisme. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu montée de l'antisémitisme au Canada. Et je rejette toute forme de haine à l'égard des Juifs en tant qu'individus ou en tant que collectif. Mais ce n'est pas de l'antisémitisme que de dire qu'il faut s'opposer à ce qui se passe à Gaza. Vous savez, on ne peut pas permettre un nouveau génocide en raison de ce qui s'est passé avec le Troisième Reich. Et je paraphrase ici, mais ce sont des idées qui ont été étiquetées comme antisémites et qui ont servi de raison pour ne pas se réunir avec cette rapporteure spéciale lorsqu'elle était à Ottawa. Cette définition de l'antisémitisme qui a été adoptée par le gouvernement fait en sorte que les Palestiniens, l'ensemble des Canadiens, en fait, y compris les Canadiens juifs qui ont critiqué le zionisme et l'Israël, peuvent être accusés d'antisémitisme. Par exemple, en appelant au boycott, au désinvestissement en Israël ou en dénonçant ce que fait l'Israël en Cisjordanie et à Gaza. Cela pourrait être qualifié d'antisémite. On peut parler d'une entrave à la liberté d'expression. On empêche une minorité, particulièrement palestinienne et arabe, d'exprimer son point de vue. Des gens qui sont visés directement par le débat. Et nous parlons ici d'un mois pour célébrer le patrimoine arabe. Prenez ce qui s'est passé. Il y a eu une commémoration dans une école secondaire ontarienne où l'on a chanté une chanson arabe. Et il y a eu tout un tollé. Il y a des députés qui ont voté pour ce projet de loi-ci, mais qui ont exprimé le fait qu'ils étaient scandalisés par cette chanson chantée en arabe dans une école secondaire. Eh bien, si nous respectons le patrimoine arabe pour de vrai, pourquoi ne pas accueillir favorablement le chant en arabe d'une chanson pour honorer les vétérans? Après tout, nous avons célébré des expressions en ukrainien dans des célébrations récentes. Et à Vancouver, chez moi, il y a toujours des commémorations dans le quartier chinois pour les vétérans sino-canadiens. Par ailleurs, la chanson qui a été chantée en arabe est une célébration de paix. Et si les étudiants ont souffert de cet incident, c'est en raison du graffiti qui est apparu sur les murs de l'école par la suite. Pourquoi n'y a-t-il pas eu un tollé envers ces menaces à l'égard des étudiants canadiens palestiniens? Et nous sommes sur le point d'adopter un projet de loi pour célébrer le patrimoine arabe, mais nous ignorons le fait que la plus grande menace au patrimoine arabe est notre façon de ne pas accorder suffisamment d'importance aux vies arabes en Palestine, au Liban. Sommes-nous vraiment sur le point d'envisager la possibilité d'adopter un projet de loi pour célébrer le patrimoine arabe sans réfléchir à la façon dont la politique canadienne est complice du massacre des Arabes au Moyen-Orient? Si c'était le cas, le mois d'avril serait le plus cruel de tous les mois. Le mois serait pénible et douloureux. Vous savez, l'Israël a fait de Gaza une terre dévastée depuis les attaques de Hamas du 7 octobre. Il y a de nombreuses réalisations des Arabes du Canada qui ont déjà été soulignées, notamment ici et dans l'autre endroit. Il y a de nombreuses choses à célébrer qui découlent de la présence des Arabes au Canada depuis la fin du 19e siècle. Il y a, par exemple, des gens qui sont arrivés et qui se sont installés à Victoria. De nombreux immigrants
se sont installés en Colombie-Britannique. En 2023, il y a eu une plaza qui a été inaugurée dans le port de Victoria pour honorer le Liban. Et j'ai eu la possibilité de visiter cette statue cette année. Il y en a d'autres aussi dans d'autres villes canadiennes, dont Halifax, pour honorer la diaspora libanaise. Nous devons de souligner les contributions du patrimoine et la place du patrimoine arabe dans notre pays. Mais il ne faut pas le faire en oubliant les souffrances qui sont vécues en Palestine et au Liban. J'espère que d'autres collègues se joindront au débat et prendront le temps de réfléchir à ce que signifie la célébration du patrimoine arabe au regard de la position du Canada et au racisme anti-palestinien qui est omniprésent dans notre société. Nous pouvons y réfléchir dès ce vendredi. En 1977, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution importante et le Canada avait voté contre. C'est en 1947 que l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la résolution 181 sur la division de la Palestine. Quand le temps sera venu de nous prononcer, je voterai en faveur du projet de loi, non seulement pour célébrer et honorer le patrimoine arabe, mais également pour protester contre notre complaisance à l'égard du génocide et des crimes contre l'humanité en Palestine. C'est ce que devrait signifier le mois du patrimoine arabe. Nous ne voulons pas des terres dévastées, mais nous voulons plutôt que lorsqu'avril arrive et que les fleurs poussent. Merci de votre attention.